Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va changer de perspective, c'est-à-dire on va revenir à la source. Et il sera question d'élaborer une réflexion sur le mot littérature. Parce que souvent, on parle de littérature sans savoir réellement ce que cela signifie. Le choix de ce sujet est motivé par l'idée suivante. J'ai décidé de faire une vidéo sur la dissertation littéraire en vue de me rendre utile aux étudiants, mais je me suis rendu compte qu'il faudrait d'abord mettre en place les concepts et les notions de base dont l'intérêt essentiel est de faciliter l'élaboration des problématiques littéraires pertinentes. Alors, qu'est-ce que la littérature ? Le mot littérature est représentatif d'une évolution des systèmes de pensée ayant pour unique visée le perfectionnement des modes de communication propres à l'esprit de chaque société. La catégorisation générique, qui n'est qu'un critère parmi tant d'autres spécifiques à l'identité littéraire, traduit en fait la complexité profonde du patrimoine humain faisant fonction de pont de communication entre des modalités créatives servant de base à la compétence de création sur le plan intellectuel et esthétique. On comprend alors pourquoi la littérature s'appuie sur le langage, qui est l'outil de communication sociale. Ainsi, le patrimoine littéraire, en plus de sa valeur représentative des schèmes de pensée composant l'imaginaire d'une société, renvoie au souci de l'institution sociale dont la mission principale est la conservation des modèles d'organisation humains et des représentations abstraites par lesquelles les individus, ou plutôt les artistes, repensent leur monde et les valeurs qui le régissent. À la recherche du temps perdu ne serait-elle pas alors une analyse anatomique d'une société en pleine mutation, ayant besoin de toute une stratégie d'écriture en vue de s'inscrire dans cette distance raisonnée que traduit le style de Proust, dévoilant ce que la morale sociale s'évertue à voiler sous les méandres d'une représentation fictive. Et les faux-monnailleurs d'André Gide. Les faux-monnailleurs d'André Gide ne seraient-ils pas l'expression d'une crise morale que la mutation de la forme romanesque transcrit dans la distance que prend le roman vis-à-vis de ses propres mécanismes de fonctionnement? Et Zola n'est-il pas le miroir qui donne au capitalisme naissant le temps de vivre un moment de face-à-face avec lui-même en vue de donner à l'esprit du lecteur le temps d'apprécier les conséquences fâcheuses guettant ce modèle social, vivant l'euphorie de ses premières victoires? Néanmoins, quoique étant le reflet d'un univers qui se produit dans la mimésis, ce qui existe pour bien laisser entrevoir ce qui est possible via les interstices de l'écriture, la littérature se garde continuellement de tomber dans les pièges d'une imitation stérile du réel, dans la mesure où, je cite, la représentation littéraire de la réalité, la mimésis, n'est que l'arrière-plan qui rend perceptible le caractère indirect de la signification. Là, la citation est tirée de littérature et réalité. Voilà, dont les auteurs sont Barthes, Bersani, Amand et Réfataire. Il est donc inutile de chercher au-delà du texte littéraire en vue de mettre en place des modalités de lecture à même de saisir les intentions esthétiques essentielles à l'interprétation de l'œuvre
en tant que produit subtilement ouvert. L'on ne peut, dans ce sens, que soumettre notre raisonnement à une réflexion ancrant la définition du mot littérature dans les évidences sociales pour laquelle, je cite, l'objet culturel qu'est la littérature se saisit comme un texte. Le texte littéraire s'analyse comme un discours. Fin de citation. Cette citation est tirée de Approche de la réception de Molinier et de Viala. À ce stade de conceptualisation, il devient possible de saisir les critères de base permettant une définition pertinente de ce qu'est le discours littéraire. Georges Molinier et Viala, dont Approche de la réception, rattachent le texte littéraire à sa matérialité discursive. Ainsi, ils ont établi 3 critères définitoires. Le discours littéraire constitue son propre système sémiotique. Autrement dit, les références qui constituent ce discours en tant que système, se réfèrent, ou plutôt appartiennent à ce discours. Deuxième critère, le discours littéraire est son propre référent. Autrement dit, quand le discours littéraire parle du monde extérieur, c'est un monde qu'il a créé lui-même. Le discours littéraire se réalise dans l'acte de désignation de l'idée de ce référent. À ce point de ma vidéo, je compte répondre à une autre question. Puisque nous en sommes dans le discours littéraire, je poserai cette question à laquelle je répondrai: qu'est-ce que le discours littéraire? Dans la plupart des théories d'analyse, l'œuvre littéraire est assimilée à une contrée lointaine où tout est étranger. L'étrangeté est dans ce sens synonyme de beauté, garantissant un moment de croisière comme promesse de dépaysement et d'expérience de l'unique. Cette idée est aussi vieille que le texte littéraire. Tout ce qui est conforme à une norme établie ne peut en aucun cas être source de plaisir. D'où l'importance de la notion d'écart dans la théorie analytique du langage poétique de Jean Cohen, rappelant que dans cet ouvrage, la poéticité du langage vient de la différence de sa structure, de la structure normée, du langage normé, c'est-à-dire soumis à la norme d'usage. Rappelons aussi que cette idée du texte littéraire comme lieu de l'étrangeté existe déjà dans les Mille et une nuits. Les personnages de ce texte, où l'acte de lecture se construit en mimésis au fil des événements relatés par les contes, vivent leur parcours événementiel dans l'histoire comme une expérience de la démesure. Après chaque fait échappant au principe primitif de l'entendement, le constat est toujours sans recours, et il vient d'une voix qui a vécu l'expérience après coup. Et souvent le personnage dit « وَتَعَجَّبَ تَعَجُّبًا كَثِيرًا » plutôt le narrateur. Je traduis cette expression comme suit: « Et il fut profondément émerveillé ». C'est justement cet émerveillement qui mime l'intention générique en quête d'un horizon d'attente, plaçant le texte littéraire dans la posture de promesse, des secrets d'une lecture cherchant à dénoncer la déraison du pouvoir face à la raison de l'humain. Ainsi, je cite, « Le texte littéraire est toujours unique en son genre. Et cette unicité est, me semble-t-il, la définition la plus simple que l'on puisse donner de la littérarité.
Citation tirée de l'œuvre de Refater intitulée « La production du texte ». Donc, tout projet littéraire cherche à surprendre, à donner à l'intellect le goût de l'aventure, à secouer l'ordre et la quiétude formant l'aboutissement de nos pensées que nous empruntons à l'usage social sécurisé à outrance. Cette singularité du texte littéraire ou du discours littéraire est la condition sine qua non de sa réalisation, et c'est aussi le secret de son identité générique. C'est d'ailleurs sur la base de cette unicité qu'il est possible d'identifier l'œuvre au regard des principes de son fonctionnement interne et d'envisager son investissement didactique. Georges Molinier et Viala, ont construit une théorie stylistique appelée la théorie des trois littérarités, mettant à la disposition du lecteur des outils d'analyse à même de repérer ce qui fait l'identité du texte littéraire, et de là, la soumettre à la réorganisation pour en faire un modèle de réception. C'est-à-dire, cette théorie permet de lire d'une manière correcte, c'est-à-dire la littérarité dans un texte ou une œuvre littéraire. La littérarité générale, je cite, est la littérarité comme telle. Un discours est ou n'est pas littéraire. Il est facile d'opposer un discours littéraire et un discours informatif. Cela signifie que le premier critère est ce qui permet de distinguer un texte littéraire d'un discours qui ne l'est pas. Il y a aussi la littérarité générique, qui est apparemment celle des genres. Nous avons la poésie, le roman, le théâtre, et j'en passe. On en connaît l'importance. Une pièce de théâtre n'est pas un roman. Une épopée n'est pas un poème lyrique. Et il y a enfin la littérarité singulière ou spécifique, et celle qui paraît, à tort, avoir été de tout temps la mieux étudiée. Je cite, « Il s'agit de la manière individuelle de chaque production littéraire ». Citation tirée de l'ouvrage, toujours de Molinier, « Approche de la réception ». Au terme de cette réflexion, je récapitule les moments clés de mon sujet. La littérature est toujours pensée dans son rapport à la société. Mais cela ne veut pas dire qu'il est lié à la condition de représenter littéralement la réalité. Le texte littéraire miroite obliquement le monde extérieur en en rapportant les signes et les références. Mais vous me diriez que l'école réaliste s'est toujours fixé l'objectif de peindre le réel. Alors je vous dirai tout simplement que cela demeure une intention esthétique. À ce propos, Roland Barthes affirme « Il n'y a de réalisme que textuel ». Donc cette intention demeure un horizon d'attente que l'auteur suggère au lecteur pour y placer la réception de son œuvre. On peut en déduire, l'écriture littéraire, quelle que soit l'intention de l'auteur, demeure une pure fiction. Le deuxième moment de ma réflexion porte sur la notion d'écart et d'unicité dans la perception du monde par l'esthétique littéraire. N'est littéraire alors que le discours qui s'écarte de la norme, celui, c'est-à-dire un discours qui crée un fonctionnement langagier, qui étend le lecteur et appelle son appréciation esthétique dans l'aboutissement et le plaisir du texte. Et merci.